Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Et aujourd'hui, Benoît, on répond à des questions du public. Le public. Bonjour, public. À l'épisode 11, on a eu un épisode très populaire où, justement, on répondait à des questions du public reçues par courriel, YouTube, Facebook, Instagram. Ben oui. On a eu beaucoup d'autres questions depuis. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné quelques-unes qui parlent de matériel de photo, de transport d'appareils photo, d'équipement de vélo, qu'est-ce qu'on apporte en voyage, sur quoi on s'assoit, et même quelques petits trucs techniques de pédaler. On aime ça, pédaler. Oui. Alors, amateurs de pédale, bonjour. OK. Première question nous vient de Gabriel Chagnon. Écoute, il nous écrit sur Instagram. Son nom, c'est le barre en dessous, vent d'en face, barre en dessous entre chaque mot. J'imagine que le vent d'en face était déjà pris. C'est un nom quand même très cycliste. Vent de côté, c'est moins cool. Ouais, c'est ça. J'ai découvert votre podcast ce printemps et l'écoute religieusement, nous dit Gabriel. Il nous donne quelques compliments et il dit « C'est de loin un de mes podcasts favoris ». Alors, Gabriel vient de Victoriaville. Il a commencé le cyclotourisme à 21 ans en 2019. On fait les calculs maintenant. Quel âge a-t-il? Ben, pas. Il est encore très jeune. En se rendant à Whistler pour une saison de ski, quand même. Ça part raide, il me semble. Très cool. Comme, je sais pas si... J'espère qu'il louait ses skis là-bas. Quoique... Déjà, un aparté, mais as-tu vu, il y a une compagnie récemment qui a sorti quelque chose pour accrocher tes skis sur ton vélo? Ben, au niveau de la tige de sel, c'est faisable, moi. Non, mais je te parle pas juste de courroies voilées, là, que le monde se patentait ça pour monter à un centre de ski à l'automne ou au printemps, mais vraiment, il y a quelque chose où tu peux, une espèce de crochet, là, où tu accroches ça sur ton tube supérieur et, comme tu dis, ton poteau de selle. Et là, tu peux transporter tes skis. Puis, tu as quelque chose pour... Là, tu as un rack en arrière, puis tu mets tes bottes après ça. As-tu vu ça? Ben, j'ai pas vu ce système-là. Pour l'avoir déjà fait, oui, je sais que ça existe, puis ça se fait, là, mais pas le système en question. Ça prend quand même des bonnes montagnes. Et surtout des conditions météorologiques favorables, parce qu'au Québec, d'habitude, si tu vas faire du ski... C'est difficile de se rendre à la bicyclette. C'est moins l'espèce d'énorme dénivelé qu'ils peuvent avoir dans l'Ouest, aux États-Unis, en Europe. Ben oui, où est-ce que tu peux partir, où est-ce qu'il n'y a pas de neige en bas, puis tu dois vraiment te rendre à la station de ski. Ben alors, ce n'était pas ça sa question. Sa question était, pourriez-vous me recommander une bonne marque, modèle abordable de, et là, il y a 4 choix, micro, drone, caméra et trépied. C'est une question à laquelle je crois que tu seras plus en mesure que moi de répondre. Moi, j'ai eu des drones, j'en ai quelques-uns. T'en as un de moins, étant donné que je te l'ai acheté. On en reparlera. Micro, je vais commencer en disant qu'il y en a qui s'installent sur le chandail et à la fois sur la caméra. Donc, ce que j'ai en tête, là, c'est les Rode Wireless Go 2 ou DJI Mic qui font 2 trucs comme ça en séparé. Tu peux enregistrer en stéréo. Pour les entrevues, c'est vraiment ça le mieux. Et si tu veux n'en avoir qu'un seul et le laisser sur ta caméra, là, je suis obligé de regarder. J'avoue que les gens ne voient pas ça à la maison, mais Jonathan me regarde d'une façon intense et moi, je ne sais que répondre parce qu'il me parle de son matériel. Je l'ai. C'est le Rode Vidéo Micro que j'aime beaucoup. Il y en a qui caché sous une mode de poêle. Là, les modes de poêle qu'on appelle les Dead Cat. Ouais, dis-moi à quoi ça sert. C'est un chat mort. Ça sert à enlever les courants d'air et ça pèse à peu près rien. Mais si tu filmes dehors, c'est absolument nécessaire parce que sinon, tout ce que tu entends, c'est dans ton micro. Puis là, ton son est... Si je me mettais ça dans les oreilles, est-ce que ça enlèverait mon acouphène? Ton acouphène... As-tu vraiment de l'acouphène? Non. Oui. Sérieux? Ah oui. Ben non, parce que ça, c'est causé par l'intérieur de ta tête. Ah, malheureusement. Alors oui, Gabriel, j'espère qu'on répond bien à ta question jusqu'à maintenant. Donc, OK, drone, assurément DJI et probablement le modèle mini. Les drones, là, dans les dernières années, ça s'est excessivement amélioré. Moi, j'en ai eu 3. J'avais le premier Air
1, là, qui est quelques années, peut-être 5-6 ans quand ça a sorti. Après ça, j'ai eu le Air 2S, que j'ai encore, mais qui est au moins 2 fois plus lourd que le Mini. Puis là, Joe, je pense que c'est important de mentionner aussi qu'il y a plusieurs choses à voir avant d'acheter un drone, parce que certains drones, puis je pense que ceux dont tu me parles actuellement, tu as besoin d'une licence pour ça, d'un permis. C'est ça. Donc, avant, c'était pas très, très regardé. Là, à travers le monde, on pouvait rentrer dans n'importe quel pays avec le drone. Les policiers, ils te voyaient faire ça. Ils venaient me voir. Tout le monde trouvait ça beau et drôle. Oh, wow, c'est bien hot. Prends des photos de la station. C'est beaucoup plus contrôlé maintenant. Il y a beaucoup de pays où c'est des dictatures ou des royaumes un peu plus serrés. Là, tu n'as même pas le droit de rentrer dans le pays avec le drone. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus surveillé. Qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? Tu le retournes chez toi par la poste? Exemple, au Maroc, ils gardent à l'aéroport. Et là, quand tu reviens, donc nécessairement, il faut que tu partes du même aéroport. Là, tu te remplis un papier puis tu espères qu'ils ne te disent pas quel drone, on n'a pas ça ici. Et d'autres pays, tu as le droit de le rentrer. J'étais allé en Jordanie, mais tu n'as pas le droit de le faire voler nulle part. Alors là, quand tu repars, ils regardent à l'intérieur de ton drone voir si tu l'as fait, t'en es servi, peu importe. En fait, c'est parce que les drones sont rendus tellement performants, pas juste au niveau de la caméra, mais pour transporter du stock. Donc, ils servent à passer de la drogue entre les frontières, des armes, à prendre des photos des bases militaires, etc. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller dans des pays où est-ce que c'est un peu tendu côté politique. Même dans les parcs nationaux ici, il y a des restrictions, des interdictions pour les drones, puis peu importe le format. Là. Ouais, mais ça, tu sais, ne pas décoller, le drone va te le dire, mais tu parlais d'avoir le permis. Puis oui, c'est pour ça poids. Que quand il y a un certain poids, là, c'est Transport Canada. Donc, c'est généralement, là, au Canada, mais partout dans le monde, c'est moins de 250 grammes. Ton permis est soit pas nécessaire ou bien beaucoup plus facile à obtenir. Ça peut être aux États-Unis, tu as une licence là, de 5 $ à payer pour enregistrer ton drone. Ça, c'est en haut de 250? Non, c'est même en bas à ma connaissance. Parce que la série DJI, dont on va parler peut-être après, lui, mini, 249 grammes. Ouais, le mini, il faut faire attention parce qu'il y a un modèle où les batteries sont un peu plus grosses. Et là, ça te fait théoriquement, en pratique, là, passer par-dessus le 250 grammes. Mais, tu vois, je disais que les drones ont tellement amélioré que aujourd'hui, je suis allé récemment en voyage avec le drone, c'était le Mini Pro 3 que tu m'as vendu. C'est de la vieille technologie. Ouais, d'un an. Oui. Et la qualité est pratiquement la même. Il y a une minime qualité entre celle-ci et mon autre drone qui est 2 fois plus lourd. Pour la stabilité de vol, face au vent? Non, mais même le capteur est plus petit. Donc, est-ce que ça fait le capteur plus petit? Ça fait moins de données. Et oui, pour la stabilité, puis après ça, contrôle, évitement d'obstacles. Mais là, dans le sac, ça vaut la peine. Ben, c'est ça. Puis tu peux le charger USB plutôt qu'avoir un autre chargeur. Au final, ça fait quand même une bonne différence de poids. Plutôt en poids qu'en volume, mais quand même. Alors, grosso modo, je dirais n'importe quel modèle mini, ça va être mieux pour tout ça que d'avoir un modèle plus gros. Moi, quand je m'en suis servi pas mal de mon drone aussi, quand j'étais perdu dans le bois, souvent, pour aller voir en haut où sont les chemins. Ouais. Mais ça se met dans une poche de maillot. Ouais, toi, tu le sors du sac, hein? Tu n'apportes pas toutes tes batteries. Exact. J'apporte, dépendamment, si je sais que je vais partir juste une journée, j'ai pas besoin d'avoir plus qu'une 30aine de minutes de vidéo. Là, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais je le sors du sac, je le mets dans un petit sac étanche quand même, en tissu pour le protéger. Mais je vais mettre ça dans ma poche arrière de maillot. Si j'ai un sac sur le guidon, je peux le mettre dans le sac des guidons aussi, mais c'est vrai qu'il prend très peu de place. Les sacs pour des goggles de ski, hein, c'est plus ou moins... c'est ça que je prends. Même des fois, tu pourrais même prendre une boîte rigide comme ça si tu as peur de trop le secouer. Là, mais un sac de goggles, puis si tu le mets une place qui va avoir de l'humidité, dans le maillot, le danger, c'est que si tu transpires, tu ne veux pas nécessairement qu'il y ait l'humidité qui va se ramasser sur le drone. Là, donc. Il reste caméra et trépied. Je vais faire trépied rapidement. Il y en a plusieurs marques. Moi, Sirui, S-I-R-U-I, pas sûr que ça se prononce comme ça, mais ça serait ma marque préférée en termes de combien ça coûte. Il y en a entre, je pense que ça commence à 100 jusqu'à quelques centaines de dollars et un peu plus. Mais non, pour un trépied, c'est vraiment pas très cher. Il y a des marques là, comme Peak Design, là, ça peut aller jusqu'à 800 là, pour un en carbone. Puis t'amènerais-tu ça en voyage?
Oui, mais il est même pas vraiment plus... Il est même pas plus léger, en réalité. Je trouve pas qu'il y a d'avantage. Il est comme peut-être légèrement plus compact, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que tu veux payer. Moi, ce que j'aime, c'est à peu près... C'est le poids qui va influencer à cause de ton carbone. Oui, mais là, tu as la rigidité... Tu as la hauteur du trépied aussi. Si tu prends des portraits de quelqu'un qui mesure 1,80 m, tu vas avoir un trépied qui... Donc, dépendamment où tu voyages dans le monde, tu peux avoir un trépied différent. Si tu vas en Asie, tu peux avoir un trépied plus petit. Non, mais moi, sérieux, je trouve que c'est ça que j'ai eu. J'en ai racheté un autre récemment en plus. Niveau qualité, d'ouvrir, fermer, ça fait des milliers de fois que je l'ouvre, je le ferme, ça va toujours bien, puis c'est vraiment pas si cher. Et il est en carbone, et il est plus léger que le Peak Design dont je te parlais, qui est vraiment très, très cher. Alors, c'est approuvé par Jonathan B.E. Et enfin, la caméra. Et donc, toujours Gabriel qui demande c'est quoi la meilleure caméra. Souvent, c'est quoi la meilleure chose, le meilleur vélo, tout ça. Je pense pas que ça change grand-chose. Moi, j'ai eu plusieurs Fuji, principalement parce qu'à un moment donné, tu commences avec un boîtier, puis là, tu achètes des objectifs par rapport à ça. Et donc, tu restes dans le même écosystème. J'ai acheté récemment une Sony. Là, quand tu changes d'écosystème d'une marque à l'autre, il faut que tu t'habitues à un nouvel... comment... faire tout ce que tu veux faire. Là, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Les boutons ne sont pas aux mêmes places. Je dois dire, je pense que j'ai encore une certaine préférence pour la Fuji, mais il n'y a pas une énorme différence de qualité entre le premier modèle que j'ai eu et le plus récent. Vu que je ne t'ai pas entendu le dire encore, moi, je crois que qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan, c'est que ça dépend. Et qu'est-ce que tu as dit? Ça dépend de tes objectifs. Oh! Non, mais dépendamment de ce que tu veux faire, parce que, tu sais, en 2024, aujourd'hui... tu peux partir avec ton téléphone. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Oui, si ton objectif, c'est d'être le plus léger possible, les plus récents téléphones, oui. Mais, tu vois, je te parlais d'objectifs. Tu as encore un iPhone 8, puis... effectivement, mais... débrouille bien. Ben oui, mais oui, parce que j'ai tout le temps une caméra avec moi aussi. Donc, si je n'avais pas de caméra, peut-être que je prioriserais davantage le téléphone. Mais l'avantage d'avoir la caméra, c'est l'objectif très long. Tu n'es pas toujours en très, très large parce que large, en réalité, je trouve que ça donne de moins bonnes photos. Ben, la profondeur n'est pas là. Tu n'as pas ton bokeh. Là. Souvent, en arrière, si tu prends, en tout cas, d'une moins bonne qualité, qui est ton fond un peu flou. Mais surtout, en vélo, les paysages sont énormes. Tu montes, tu continues de monter quelques lacets plus loin où tu vas te tourner. Puis... Donc, la raison pour laquelle j'ai pris ma Sony récemment, c'est que il y avait un combo avec un objectif 18 à 135 mm. Et avant, j'avais plusieurs objectifs qui couvraient plus large que ça, mais quand même. Et là, j'essaie de diminuer mon poids. J'ai essayé ça. J'aurais aimé ça avoir un peu plus que 135 pour aller chercher encore un peu plus loin. Mais 18-135, ça m'a quand même plu pour la majorité de mes photos. La deuxième question, ça nous vient de Jonathan Mongrain. Et c'est sur le transport d'appareils photo. Il m'écrit « J'ai adoré tes livres et j'aime suivre ton podcast. » Tu vois, il me l'adresse juste à moi, Benoît. Ben oui, désolé. Pourtant, c'est filmé et enregistré chez nous. Ben oui, regarde. J'aimerais savoir comment tu transportes ton appareil photo à vélo. Voilà. Sac de guidon ou sac de cadre? Si tu me cherches, je suis parti prendre mon beau vril. Alors, j'ai essayé plein de choses différentes. Puis là, tu pourras parler de ton drone après, mais parce que moi, j'ai jamais mis ça dans un sac de cadre. Mais j'ai essayé dans des sacs. J'ai eu longtemps les boîtes à lunch, là, ça soit Ortlieb ou Arkel, le format sac de guidon très carré. Ça fonctionne bien parce que ça ne touche rien dans le fond. Donc, même si ça brasse, la caméra, dans le fond, il y a moyen de l'envelopper, mais de toute façon, ça n'ira pas cogner ni contre ton cadre, contre un rack. Ça va cogner contre le fond un peu mou. Alors là où est-ce que je peux intervenir, c'est qu'il y a certains... Tu sais, aujourd'hui, les appareils photo, il y a de moins en moins de pièces en mouvement à l'intérieur. C'est de plus en plus digital, on se dit. En fait, au contraire, il y en a de plus en plus. Sérieux? Ouais. Puis... Mais tu sais, les petits miroirs, des choses comme ça, là, qui n'aiment pas se faire secouer. Mon point, c'est vraiment que tu veux pas que ça shake. Ouais, non, mais moi, oui, exactement. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a à l'intérieur des boîtiers, il y a le Ibis. Puis en fait, même à l'intérieur
des objectifs, souvent de bonne qualité, le IBIS, qui est l'anti-mouvement. En fait, ça te permet de prendre des photos où toi, tu n'es pas stable, tu n'as pas une bonne technique ou... Donc, il y a des trucs de stabilisation à l'intérieur des appareils. Mais c'est une stabilisation qui n'est pas numérique comme une GoPro, par exemple. C'est une stabilisation mécanique. Et donc, quand tu allumes ta caméra, le mouvement à l'intérieur, c'est quand même gros. Là. Ton capteur de caméra va bouger, je ne sais pas c'est combien, là, mais probablement d'au moins 1 mm de gauche à droite pour compenser, toi, tes micro-mouvements de main. Et ça fait que quand tu brasses, quand ton vélo bouge en chemin, ça fait brrr à l'intérieur. Puis même l'année passée, quand j'étais à Taïwan, ma caméra a brisé à un moment donné, puis pas parce que c'était des routes très, très, très dangereuses ou chaotiques, mais j'étais sur l'asphalte, mais juste le mini-mouvement les vibrations a fait briser ce boîtier-là à l'intérieur. Il a fallu que je l'envoie, puis ça coûte très, très cher à réparer parce que tu dois l'envoyer à la compagnie comme telle. Donc, ça fait un lien en fait avec si ta caméra est légèrement plus vieille et que le système d'anti-vibration est moins performant, il y a moins de risques que ça brise. Le point, c'est qu'il faut que ce soit à l'abri de l'eau. Et des vibrations. Et des vibrations, possible. Ben oui, donc c'est ça que j'allais dire. La boîte à lunch, c'est pas mal parce que au moins, ça ne cogne pas. Mais tu as raison de dire que ça comme sur le tube supérieur, un sac de tube supérieur, là, il va cogner sur le métal. C'est pas une bonne chose. Donc là, j'ai essayé j'ai 2 sacs que j'aime vraiment beaucoup de Arkel. C'est le bébé signature et c'est le signature bébé, en fait, qui est 4 litres. Le burrito, 4,5 litres, une forme un peu différente. Puis, c'est une forme qui est vraiment bien pour transporter du stock à l'avant. Mais si tu es dans un environnement qui brasse beaucoup, là, c'est ça, comme tu dis, ça cogne à la longue. C'est de l'envelopper dans quelque chose qui va le protéger. Oui, mais même là, je pense qu'à long terme, c'est peut-être pas la meilleure solution. Si c'est pour être plus proche du vélo de montagne, il y en a beaucoup. Puis ça, je l'ai essayé aussi, un sac de taille, une espèce de il y a des sacs d'hydratation qui vont sur la taille, pas un sac à dos vraiment qui est sur les hanches. Oui, il y a le Blivet, c'est le Nilac qui s'appelle. Et ça, c'est un excellent format pour transporter une caméra autour de la taille. Tu enlèves ton sac d'eau, tu mets ta caméra là-dedans, puis tu as un accès qui est vraiment à portée mais tu de main. Fais de beaux clichés. Tu mets tes bouteilles d'eau quand même, mais tu as ta caméra qui est vraiment, vraiment à portée de main. Tu n'es pas obligé d'ouvrir un sac à chaque fois que tu veux l'utiliser. Là, récemment, dans mon dernier voyage, j'ai utilisé le Arkel Roll Packer, qui est plus gros. Lui, tu peux l'utiliser à la fois en avant et en arrière, dépendant du le même support sac, métallique que tu as. Exact. Et en avant, ça, je l'ai vraiment aimé parce que... Mais tu as un bébé signature qui est attaché après. C'est exactement ça. Puis il est plus loin de ton... Donc, à quoi ça ressemble? Il se déroule des deux côtés. Donc, c'est comme une espèce de gros sac étanche, là, si tu veux. Tu mets souvent ton stock de camping, des choses un peu c'est un sac roulé à l'avant. Et en avant de ça, cousu sur le sac, il y a l'équivalent donc du signature bébé. Et ce qui fait que, vu qu'il est loin en avant et qu'il accote dans rien, c'est comme, on dirait que c'est mou. Il tape pas sur quelque chose. Ouais. Puis là, même en vélo de montagne, là, ça tenait pas mal bien. Le sac est juste la bonne taille pour une petite caméra, même ou un drone. Pas les deux en même temps, mais un ou l'autre. Et, moi, ça, mon drone, je le mettais là-dedans aussi. J'utilise le même sac que ça. Ouais. Puis c'est un bel endroit pour ça, effectivement. D'ailleurs, suggestion aux gens de chez Arkel, bonjour. Faire ce sac-là qui serait amovible, ça serait peut-être une belle chose aussi. Parce qu'il existe des compagnies qui font un sac qui se rajoute à l'avant d'un sac roulé. Puis ça serait intéressant. Mais tu vois, je pense qu'ils l'ont, je ne sais pas si ça s'en vient, mais ils ont parlé de le faire. Et moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est cousu. C'est plus léger. Oui, mais en plus, ça donne un espace entre le sac, ces deux sacs-là. Il y a un espace entre les deux où tu pourrais mettre ton téléphone ou ton papier de toilette. Que j'utilisais vraiment beaucoup. Oui, j'utilisais vraiment beaucoup. C'est comme un troisième espace gratuit, dans le fond, entre les deux coutures. As-tu déjà essayé? Moi, j'ai jamais essayé de le mettre dans un sac de cadre.
Et j'ai essayé aussi des sacs, ce qu'ils appellent feed bag, là, qui est comme une espèce de sac où tu mets ta bouteille au guidon, à côté de ta potence. Moi, mes caméras sont trop grosses pour rentrer là-dedans, mais j'ai mis des caméras d'action ou mes téléphones. Je trouvais que ça fonctionnait bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, c'est des endroits qui vont vibrer plus, je pense. Directement sur le guidon, il peut te taper sur la potence, sur le guidon. Puis dans le sac de cadre, ça dépend c'est quoi la grosseur du sac. Là. Ouais. Le sac de cadre, je pense que ça peut être assez bien. C'est juste peut-être un peu plus difficile. Il y en a même qui sont compartimentés. Quand c'est vraiment le sac de cadre complet, il y a des compartiments probablement qui auraient possibilité de faire quelque chose pour ça. Oui, selon ta grosseur ou comment tes fermetures éclairs sont positionnées, il y a moyen de l'ouvrir plus ou moins bien aussi. Je pense que ça peut être intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais essayer, d'avoir un sac de cadre complet puis d'essayer de mettre ce genre de choses-là là-dedans. Troisième question. Bernard Brideau, par Facebook, nous parle de la selle. Il dit « As-tu changé de selle ou de cuissard plusieurs fois? » Alors, j'imagine... Ça, c'est une observation ou c'est une question? C'est une question. As-tu? Okay. Et là, j'imagine qu'il ne veut pas dire si je lavais mon cuissard à chaque jour. Ben, tu sais, tu peux le porter à l'envers, à l'endroit, d'avant vers l'arrière. Il y a plusieurs façons de le porter sans avoir à le nettoyer à chaque jour. C'est vrai? Non. Mais en fait, ça dépend vraiment encore du voyage, mais c'est généralement, si je voyage, je ne porte pas de cuissard. Je vous rassure, il porte un short. Ouais. Bon. Je porte des shorts pour courir avec les boxers intégrés qui sont assez doux. J'aime bien les sacs. Mais l'idée, c'est d'éviter les frictions, les coutures, des trucs qui pourraient vraiment causer des blessures, là. Puis, d'un cuissard ou pas de cuissard, un chamois ou pas de chamois, j'aime rappeler aux gens que le chamois, il est là pour éviter les frictions, puis il donne un petit peu de coussinage, mais c'est temporaire. Le coussinage va s'écraser, là, peu importe si c'est un gel, si c'est une mousse ou si c'est une vraie peau de chamois comme dans l'ancien temps. C'est vraiment pour éviter les frictions, les diminuer au maximum. Mais tu peux atteindre le même objectif avec un short comme que tu dois porter, j'imagine. Ben moi, c'est surtout parce que j'ai l'impression que ça vient humide très vite. Ouais. Puis là, je suis pas bien. Puis en cyclotourisme, ou backpacking, tu es un peu plus relevé. Ta selle peut être un peu plus large. Puis pour moi, ça compense ça, le fait que peut-être sur d'autres vélos, type route... Moi, je crois pas que c'est nécessaire d'avoir un chamois pour être confortable sur une selle. Puis même que si tu as à être confortable ou pas, quand tu n'as pas de chamois, tu vas le savoir plus rapidement. Oui, c'est vrai. Tu le ressens tout de suite, les points de pression. Est-ce que tu utilises encore beaucoup l'espèce de mini cuissard de Seven Mesh? Absolument. Et ça, moi, je suis un cycliste qui a fait beaucoup de compétitions. Le Lycra, ça me connaît, être habillé serré comme une saucisse. Là. Mais là, mon cheminement pour m'amener à cette réponse, là, au cuissard Seven Mesh, je pense que ça s'appelle un Boxer Brief. Oui. Avec un chamois dedans. Mais oui, j'utilise ça. Moi, j'ai découvert ça là, 1 an ou 2 seulement. Que si je ne suis pas pour rouler avec un cuissard, je vais utiliser ce type de short-là avec un short, comme tu parles, super léger qui va vraiment sécher rapidement. Mm-hmm. Mais ce boxer cuissard-là en question, bon, il est en lycra quand même, il est collé sur la peau, très mince, mais le chamois est très minimaliste. Mm-hmm. Ceux qui sont familiers avec ça, ça peut ressembler à un chamois de triathlon. Ben, parce qu'en triathlon, ils vont porter... au niveau de ton scrotum en avant. En fait... Il est comme un U où souvent, ça monte là, moins haut. Sur un chamois, là, ce qui fait la grosse couche, là, ça va monter loin à l'avant. Ouais. C'est pour cacher. Si je connais personne qui roule sur cette portion-là de son cuissard, là, c'est ça. Puis même, c'est quasiment en dessous du nombril rendu là. Ouais. Mais... Donc, effectivement, ça, ils l'ont enlevé. Puis ça fait vraiment... C'est moins chaud, c'est plus ventilé. C'est vrai. Mais en fait, comme il est plus mince puis il est plus petit, ben la mousse, ça sèche super rapidement. Fait que le soir, moi, comme là, qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers voyages, je pars avec 2 ensembles comme ça, mais ça sèche en 2h30. Tu souffles un peu dessus puis il va sécher. Fait que c'est rapide à nettoyer puis à laver. Puis tu peux même le porter... quelqu'un qui porte son cuissard, là, qui a transpiré un peu, ça reste humide longtemps. Okay? Je ne recommande pas cela. Ouais. Mais donc, particulièrement si tu es en voyage, tu vas arriver à destination, ça ne veut pas dire que tu vas tout de suite sauter dans une douche pour te laver puis changer tes vêtements.
d'avoir un cuissard qui est moins chaud, en tout cas qui respire mieux au niveau du chamois, tout ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve quand même que tu es plus serré puis que ça respire moins pendant la journée, malgré Alors, le fait je qu'il va t'inviterai sécher à essayer plus mon cuissard, Jonathan. Non, je l'ai acheté, oui? la même chose, puis j'aime moins ça quand même que des shorts. Ben, c'est sûr que il y a quand même... C'est plus chaud que rien du tout, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est au niveau du cuisseur. Au niveau de la selle, là, je pense que on l'a déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais c'est quand même assez personnel. Je peux quand même dire ce que j'ai essayé au fil des dernières années. J'ai eu une Brooks, la B17, qui est en cuir. Là, tu fais semblant de vomir. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve qu'en cyclotourisme, bikepacking, il y a beaucoup de choses qu'on a parce que tout le monde a ça. Ça peut être vrai pour l'équipement du vélo, ça peut être vrai pour la tente, pour le poêle, pour un paquet de trucs, pour les caméras. Des fois avec raison, là, parce que ça se peut que c'est bon. Je sais pas vraiment. Tu sais, la B17, il y en a qui disent je l'adore. Je sais même pas si c'est un placebo ou vraiment, parce qu'elle est belle, elle est en cuir, tu sais, ça. Mais ça finit toujours par tu la visses plus pour la remonter. Puis à 7 ans, le cuir 7 ans, les rivets, ça déchire un peu. Je pense que c'est pas un produit sans entretien. Exactement ça. Donc, tu sais, si tu es négligent, tu ne l'entretiens pas comme il faut, le cuir va étirer à vitesse 1000. Ouais. Puis là, au lieu d'être le produit dont on vante la durabilité que tu vas avoir toute ta vie, mais après 1 an, il scrape. C'est ça. C'est une des choses. Mais à la fois, j'étais correctement confortable, mais pas pour écrire à ma grand-mère. Mm-hmm. Deuxième, je l'ai changé par... Là, j'étais vraiment dans le projet. J'ai changé pour la C17. Ça, c'est la même marque, même forme. Il y avait une fente dans le milieu, la Carved. Et la C17, donc, c'est au lieu d'être en cuir, elle est en cambium. C'est du caoutchouc. C'est un synthétique. Et celle-là, tu vois, je la trouve très dure. J'aime pas vraiment la forme pour moi. Je ne l'ai pas gardée excessivement longtemps. Après ça, j'ai mis une selle Italia qui est écrit, je ne sais pas c'est quoi la marque, mais il est écrit Man dessus parce que je suis un homme. Eh bien. Et quand même assez large, tu vois, j'étais allé une fois au magasin et tu avais ri de moi avec elle. Tu m'avais dit... Moi, je ris jamais des gens, là, juste de Jonathan. As-tu emprunté la selle à ton père? Tu vois, clairement, tu te trouves drôle. Mais je l'aimais beaucoup, mais puisque tu me niaisais, j'ai dû chercher d'autres choses. Non, mais étais-tu confortable ou pas? Oui, vraiment. Mais ce qui a fait vraiment la plus grande différence avec cette selle-là, c'était non pas la selle, mais le poteau de selle. Et ça, je l'ai encore, ça dépend. C'est sûr que si tu mets la selle ou pas la selle avec le poteau de selle, il y a une grosse différence. Oui, je sais. Depuis que j'ai acheté un poteau de selle, non, écoute-moi. Un poteau de selle avec un élastomère, là, c'est... Cane Creek, par exemple? Oui, exact. C'est un Cane Creek. Redshift qui en font aussi aujourd'hui. Oui, mais un peu moins gros. Là. Ils en font maintenant pour un type Gravel. Moi, c'était comme, je ne veux pas dire dans les premiers modèles, là, ça fait longtemps que ça existe, mais disons les anciens modèles, là, c'était avec une suspension et tu descendais vraiment, je vais dire, verticalement. Oui. Il y a un système de parallélogramme dedans. Oui. Donc, ta distance entre ta chaîne, ou pas ta chaîne, mais tes pédales. Mais ta longueur de selle, ta tige de selle, ça reste la même chose. Ouais. Parce que tu descends un peu par en arrière et par en dessous en même temps. Et tu peux changer ton caoutchouc à l'intérieur, ton élastomère, pour est-ce que c'est plus dur, plus mou, tout ça, tu peux un peu l'ajuster. Mais ça, sur l'asphalte, tu t'en rends pas vraiment compte. En vélo de montagne, tu t'en rendrais pas nécessairement compte tant que ça parce que tu es plus debout, tu es plus actif sur ton vélo. Mais des longues routes sur de la gravelle très agressives ou des routes où c'est plat, c'est droit, mais c'est en planche à laver. Ouais. Tu sais, ça fait comme... c'est dans le long terme que tu te rends compte. Ouais. Là, ça, je le réalisais vraiment beaucoup. J'étais moins globalement fatigué. Peu importe c'est quoi ta selle. Ça absorbait les vibrations pour pas qu'elles se rendent à toi ou ça en diminuait vraiment la force. Je sais pas c'est combien. C'est quoi, un 2-3 cm peut-être? Ça, il y avait différents débattements même là-dedans. Là, je pense que maintenant, ils se concentrent sur le plus court seulement. Ouais. Mais avant ça, il y avait même vraiment avec des pivots beaucoup plus longs qui donnaient un plus grand mouvement. C'était peut-être pas nécessaire, là, mais... Oui, mais le fait d'avoir... En fait, c'est comme une suspension d'automobile. Je pense que le fait d'avoir plus long fait qu'il absorbe les si tu as 3 cm, ça va absorber facilement 1 cm. Ouais.
ça fait vraiment une belle différence. Puis là, maintenant, pour terminer avec la selle, donc ce poteau de selle-là, je ne l'utilise pas toujours, mais selon les itinéraires, je vais le mettre ou je vais l'enlever, ou selon où je vais. Et mes dernières selles que j'ai utilisées, puis ça, je sais que tu en as au magasin différents modèles, mais c'est les Ergon, une compagnie allemande qui font beaucoup de choses ergonomiques. Moi, j'utilise la SMC Core, qui est avec une espèce de foam là, à l'intérieur. Et donc, ta selle bouge avec tes mouvements du bassin. Un peu plus épaisse, c'est pas quelque chose que j'utilise nécessairement sur la route. Elle est un peu plus lourde, mais en vélo de montagne, de randonnée là, ou voyage, où je suis plus relevé, plus assis sur ma selle longtemps. Ben ça, j'adore ça. Ben, tu sais, ça, c'est la position que tu vas avoir sur le vélo va influencer la largeur de ta selle. Donc, tu sais, on prend des mesures pour mesurer la largeur qu'il y a entre les ischions pour proposer des choses, mais au-delà de la mesure elle-même, la posture, la position qu'on va avoir sur le vélo va influencer ça. Puis nécessairement, en cyclotourisme, on est plus relevé un petit peu. Ouais. Donc, peut-être qu'une selle plus large peut être adéquate à ce moment-là. Mais tu sais, une selle, là, j'en ai vraiment eu en carbone avec aucun padding qui était très confortable parce qu'il était appuyé aux bons endroits. Puis j'en ai eu d'autres avec plus de mousse, plus de padding qui n'étaient pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on se serait attendu. Fait que tu sais, c'est personnel, ça. Il faut les essayer. Toi, tu as essayé beaucoup de modèles imprimés en 3D, que ça ressemble à des squelettes physiques, Specialized. Physique, il y avait Specialized qui font ça. C'est une technologie, effectivement, qu'elle est imprimée en 3 dimensions, là, avec un matériel quelconque, là, je ne sais plus c'est quoi. Là, mais ça leur permet vraiment de mettre des zones plus souples, d'autres plus dures, pour supporter à des endroits, mais donner un certain espace ou du confort à d'autres. C'est ça. Ça aussi, chaque modèle est différent parce que c'est la physique que tu n'as pas aimé? Bien, c'est sûr, parce que au-delà du matériel, il y a la forme au départ. Ouais. Probablement qu'elle n'était juste pas la bonne forme pour moi. Puis, je l'avais choisie en fonction d'une largeur basée sur ma mesure d'ischion et peu importe, elle n'a pas été confortable pour moi. Qu'est-ce que tu prends maintenant en voyage, par exemple? Tu sais, ça, c'est intéressant parce qu'il est arrivé certaines sorties. Il y a une selle que tu peux avoir sur ton vélo pour ta sortie du mardi avec tes chums, que vous roulez fort, que tu pèses fort ses pédales, tu es un peu couché sur le vélo, puis ta trouve est fantastique. Mais assez rapidement, quand tu vas te balader avec, je sais pas, avec des amis, bien que tu vas regarder le soleil et les feuilles de l'automne, puis que tu pédales moins vite, moins fort, la même selle peut vraiment être inconfortable. Mais en voyage, ben là, j'utilise une selle que c'est Cannondale qui font ça maintenant. C'est anciennement Fabric. Et qui est vendu à part. Ça ne venait pas avec. Non, c'est ça. Ben, puis dans 90% des cas, on change les selles sur les vélos. Parce que ça ne correspond pas à la personne et à son utilisation, mais c'est comme ça. Donc, moi, perso, actuellement, c'est ça. J'ai la Cannondale que j'aime beaucoup. J'ai des Ergon. Ergon, je trouve qu'ils ont vraiment une collection super intéressante. Ouais. J'en ai plusieurs. J'en essaye plusieurs, puis en rotation, là, c'est... Celles que j'aime pas, je le sais. Celles que j'aime, ben, je les fais tourner. Quatrième question, David Moffett nous écrit sur Instagram. En fait, il nous écrit assez fréquemment, à nous deux, pour nous donner ses impressions. Merci. Merci, David. Et à l'occasion, quelques questions, dont celle-ci. Depuis que j'ai tordu une patte de dérailleur au Cap-Breton et que la boutique de vélo la plus près était à 150 km, j'en apporte maintenant toujours une. Ça ne se redresse pas pratiquement sans le gros outil. Les chances que la boutique ait la patte qu'il faut sont minces. Il écrit entre parenthèses, et je ne crois pas qu'il exagère, il y en a 1000 modèles. Et c'est tout petit, ne pèse rien et c'est fragile. Pour moi, c'est aussi essentiel qu'un outil de chaîne et un maillon rapide. Ben, est-ce que tu transportes avec toi des pattes de dérailleur? Je signe à côté de qu'est-ce qu'il vient de dire là. Ben oui, absolument. C'est tellement, comme c'est mentionné là, il y en a tellement de sortes différentes. Explique-nous, c'est quoi une patte de dérailleur ou un drop-out? Le drop-out, c'est la patte qui va faire le lien entre le dérailleur et le cadre du vélo. Anciennement, ça n'existait pas. Parce qu'il était fait en acier et c'était facile de travailler l'acier pour le remettre droit pour que ce soit vraiment en parallèle avec la cassette. Ou sinon, ça brisait et là, ton cadre était brisé. Ben moi, ça m'est arrivé sur des cadres en aluminium, il y a quand même plusieurs années, que la patte était intégrée au vélo. Et effectivement, on l'a tordu, était
irrécupérable. Il a fallu aller voir un machiniste qui a coupé l'aluminium. Puis là, on a utilisé une patte d'une autre marque, mais qu'on a réussi à faire fitter, littéralement, pour mettre une patte amovible. Donc, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait des pattes amovibles. Maintenant, c'est l'industrie du vélo. Il n'y a aucun standard possible. Donc, c'est le lien entre... entre le cadre et le dérailleur. Fait que c'est le maillon faible. C'est le point faible entre le cadre et le dérailleur. Donc, s'il y a un impact, c'est ça qui va briser au lieu de ton cadre ou de ton dérailleur. Ouais. Puis, normalement, ça va se vendre entre une vingtaine de dollars et une quarantaine de dollars, une patte comme ça. Mais... Donc, c'est facile d'en avoir une dans son sac. Est-ce que quand tu achètes un vélo, c'est possible d'en avoir plus? Oui, moi, je le recommande, en fait. Là. Quand on achète un vélo, on devrait se garder un peu d'argent pour s'acheter une patte de rechange. Mais toi, tu en as au magasin que tu peux dire, je vais t'en rajouter un ou deux? Ben oui, certain. Ah ouais? Certain. Puis, tu sais, il y a SRAM dans un effort de standardisation incroyable. Le UDH. Qui propose maintenant une patte universelle. Ça fait toujours rigoler pour ce que c'est vraiment. Là. Mais donc, une patte qui serait universelle, qui va faire sur... tous les manufacturiers ont accès à cette patte-là ou à ce design-là d'une façon gratuite, je pense. Ils peuvent l'utiliser sur leur vélo sans avoir à payer une redevance ou de quoi. Ouais. Donc, penses-tu que ça va solutionner des problèmes? Tu penses que non? Ben non, il y en a un qui va avoir une idée plus intéressante à un moment donné. Universelle. Mais en attendant, c'est quand même le nouveau standard. Ça, c'est intéressant, par exemple, parce que ça facilite l'approvisionnement. Puis là, si tu es au Cap-Breton puis que ta patte à brise, il y a de fortes chances que le détaillant ait du UDH, donc le nouveau standard, plus que si tu as un Kona, un Felt, un Argon, n'importe quelle marque de vélo utilise toutes des pattes différentes. Puis souvent, la même compagnie va utiliser 6-7 modèles différents de pattes. Ah, c'est un beau casse-tête. Ouais. Mais oui, à 100%, ça prend ça dans ton sac. Okay. Puis celle qui va sur ton vélo, idéalement. Mais pas à chaque jour. Quand tu sors pour un soir, tu n'apportes pas ça. Là, ça va être vraiment quand tu es parti. Après, tu sais, moi, ma trousse sur mon vélo, elle est tout le temps là. Okay. Tu sais, j'ai ça dans mon sac, soit de guidon ou sac de sel, peu importe où est-ce que vous transportez vos choses. Mais assurément, en voyage, moi, j'avais une patte pour chacun des vélos qu'on avait. Ouais. C'est sûr. Parce que comme il mentionne, tu réparais ça à l'ancienne, là. Tu peux te sortir du sentier. Le truc, je vous le donne en 1000, si tu vas utiliser, ça te prend du levier. OK? Donc, l'outil qui parle pour pouvoir redresser la patte, c'est un grand bras qui permet de s'assurer que le dérailleur ou la patte du dérailleur est vraiment parallèle avec la roue, avec la cassette. Parce que dès que c'est croche un peu, ça va désaligner l'ajustement puis ça ne fonctionnera pas bien. Si tu es dans un sentier et tu veux redresser la patte, c'est que si tu fais seulement tirer sur le dérailleur, tu risques de briser le dérailleur et la patte. Donc, le truc, c'est de rentrer une clé Allen dans la tâche du dérailleur où est-ce qu'on va serrer le dérailleur sur la patte et se servir de ça comme un levier pour redresser la patte un petit peu. Mais ça, c'est pour se sortir du trouble plus que pour faire... le plus gros. Exact. Sinon, tu fais un single speed puis t'espères qu'il n'y aura pas trop de côtes. Question 5. Maxime Saint-Pierre sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai vraiment trippé dans ma sortie. C'est le fun, ça devrait être comme ça à chaque fois. Ben oui, good. Faisait beau, tout allait bien sur mon vélo et sur mon corps. Je sens que quelque chose s'en vient. Le seul point négatif, c'est quand je me suis concentré sur mon coup de pédale. Tire-pouce. J'essayais de tirer en même temps que de pousser de l'autre jambe. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter d'y penser parce que je perdais le beat. Il nous suggère peut-être que ça pourrait être un sujet sur votre podcast. Comment pédaler efficacement? Ça, par rapport à cet exemple-là, je suis en train de reprendre des cours, pas des cours, mais je recommence à jouer de la musique et de la guitare basse. Puis, un des trucs qu'ils vont nous donner dans les différentes méthodes, c'est de pratiquer, mettons, le morceau ou la chanson le plus lentement possible, OK? Ah oui? Pour analyser comme il faut le mouvement ou la façon dont on doit jouer, le rythme, tout ça. Donc, tu divises le morceau puis tu le joues le plus lentement possible. Alors maintenant, pour le coup de pédale, ça pourrait être le même conseil que je donne à notre ami. Quand ça se met à aller trop vite puis que tu perds le beat, ralentis, puis refais l'exercice de tirer et pousser doucement. Ça, c'est la première étape. Ouais, mais à la base, est-ce qu'on tire et on pousse vraiment ou c'est un placebo ou un mythe? On peut le faire pour s'entraîner un peu pour ça. C'est le fun, là, c'est satisfaisant, là, mais je pense pas que ça serve à grand-chose. Non. Tu sais, c'est démontré que même les meilleurs cyclistes au monde, là, la personne la plus costaude sur la piste, là, qui a juste ça à faire, à pousser puis tirer sur ses pédales, là, dans le meilleur des cas, là, quand il va tirer sur ses pédales à clip, là, ben, il va enlever du poids
de l'autre jambe sur la pédale. C'est démontré, là. C'est pas parce que tu passes d'une pédale plate que tu peux seulement que pousser sur la pédale à une pédale clippée que tu peux tirer que tu vas aller 50% plus fort, là. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, idéalement, c'est qu'on veut enlever du poids sur la pédale. Tu sais, donc, on pousse sur une pédale, on tire sur l'autre. Bien, tu ne vas pas développer de la puissance en tirant dessus. Moi, mon truc, ça serait concentre-toi plutôt à bien pousser au bon moment, comme il faut, pour avoir un coup de pédale efficace, plus que de forcer pour tirer, qui ne te fera pas avancer plus vite. De toute façon, tu vas te fatiguer plus. Tirer, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait davantage? Mettons, tu es en danseuse, tu montes une côte, puis, ou une accélération, tu te lèves. On dirait que c'est juste. Je pense que dans le meilleur des cas, c'est qu'on va allonger la phase de puissance, où on va diminuer le temps mort qu'il va y avoir dans le coup de pédale quand on va tirer sur la pédale. Donc, ce serait là qu'on va gagner de l'efficacité. Mais sinon, l'objectif, je pense, ça serait vraiment d'avoir un coup de pédale qui est plus constant, plutôt que d'y aller d'une façon saccadée, qu'on tire et on pousse, et on tire et on pousse. Si on arrive à avoir un coup de pédale plus constant, puis ça, peut-être qu'on peut en prendre plus conscience quand on fait du vélo de montagne ou du cyclocross. Monter une côte en gazon mouillé là, avec un vélo de route, là, si tu pédales comme un jambon en tirant fort ces pédales à chaque fois, là, tu vas glisser, c'est sûr. Puis par plus constant, tu veux dire, c'est comme quand tu conduis une auto, puis là, tu pèses sa pédale de gaz, tu t'enlèves, tu pèses sa pédale de gaz. Est-ce que ça serait la même chose? Dans le sens que tu veux jamais qu'il y ait de temps mort dans ton pédalage, tu veux toujours pousser la même chose? Pas qu'il y ait de coups. Ouais. Des fois, quand on est habitué à pédaler sur l'asphalte, là, c'est facile, mal pédaler sur l'asphalte puis avancer pareil. Le pneu, il est accroché là puis il avance. Ouais. Et comme je te dis, si tu arrives dans une situation où tu es sur un terrain glissant, que ça monte doucement, mettons une petite vase ou un gazon mouillé. Si tu fais juste pédaler fort en donnant des coups, la roue, elle va glisser, tu vas perdre ton adhérence puis tu n'avanceras plus. Fait que si tu es habitué d'avoir un coup de pédale qui est fluide, dans le sens qu'on va pousser doucement tout le temps, mais avoir une traction constante. En fat bike, on en a parlé des fois dans des épisodes sur le fat bike. Quand on monte, on veut essayer d'avoir le pneu qui ne donne pas de coups. Le pneu qui va réussir à tout le temps être constant pour ne pas perdre l'adhérence. Ça serait peut-être des exercices à faire. S'assurer d'avoir un coup de pédale qui est vraiment constant comme ça. Moi, puis, écoute, si les gens ils ont le goût de tirer ces pédales, je veux dire, les fêtes, là, on pensait que c'était ça qu'il fallait faire aussi dans le temps, là, mais avec l'expérience, je réalise que c'est pas ça. Ça peut être intéressant pour sentir le coup de pédale comme ça, de l'allonger, la phase de puissance, mais de faire des entraînements puis s'épuiser, essayer de faire ça, je pense pas que c'est la bonne chose. Après, il y a peut-être des exercices qu'il peut faire en cadence aussi, pédaler le plus vite possible, mais demeurer efficace. Donc, à un moment donné, je sais pas si tu as déjà utilisé des capteurs de cadence sur tes vélos. Jamais. Bon. Mais c'est quand même une façon qui peut être le fun pour optimiser ton coup de pédale, voir à partir de quelle cadence tu commences à sautiller sur la selle puis à plus être capable de garder contact comme il faut avec ta selle. Donc ça peut être quelque chose aussi de faire des exercices, des intervalles, de pédaler le plus vite possible pendant 1 minute en cadence, pas en force musculaire, mais juste en cadence, en vitesse de jambe. Puis de voir quand tu arrives à un moment où est-ce que là, tu sautilles puis tu n'es plus capable de... Musculairement, tes muscles sont plus assez rapides pour garder un pédalage fluide. Bon, là, tu sais que tu as atteint une certaine limite, mais il y a des exercices comme ça qui pourraient être intéressants à faire. Après ça, tu sais, dans les années 2000, ils ont sorti un pédalier, je pense que c'était le Power Crank. Tu as déjà entendu parler de ça? Non. Est-ce que c'est comme un truc de biopace, ça? Non. C'est un pédalier, en fait, qui avait un système de cam à l'intérieur que si tu ne tirais pas sur la pédale comme il faut, le système ne s'engageait pas puis ça tombait vraiment dans le vide. Ben voyons. Donc, pour pédaler, tu étais obligé de tirer sur la pédale comme il faut pour que le système reste engagé. Alors ça, il y a plein de triathlètes des années 2000 qui ont eu ça, c'est certain, là. Puis c'était un système que c'était épuisant à pédaler avec ça. Il fallait vraiment que tu tires comme il faut sur ta pédale d'une façon vraiment constante. Et encore une fois, c'est que concrètement, quand tu regardes c'est un électromyogramme, c'est quoi le nom, là, pour voir les muscles qui sont activés dans... Quand les muscles sont activés, il y a des tests qui sont faits pour ça. Dans le coup de pédale, qu'est-ce qui développe la puissance, quand et comment? On développe très peu de force et de puissance en tirant sur la pédale. Non, on a beaucoup plus de force en poussant qu'en tirant. C'est clair. De toute Donc, façon. il faut optimiser ça. OK. Dernière question. Il va falloir que je te l'explique. Explique-moi la question. Mathieu Racine. Bonjour, Mathieu. Mon cher ami sur Facebook. Quelles sont les qualités requises pour être considéré comme un cycliste chill? Et je te l'explique. Moi, j'aime ça quand même. Tu veux pas? Mathieu, donc j'ai étudié en droit avec Mathieu. Ah! Et
après le bac, c'est dans un objectif de ne pas devenir un professionnel plate et triste. Là, tu veux dire comme avocat ou comme cycliste? Comme avocat, on parle pas de cyclisme ici, mais généralement dans ta vie. Alors lui, moi et un autre collègue, on avait fait comme un peu à la blague un pacte de chill. C'est-à-dire, mais ce qui est bon, c'est qu'il n'y a aucune définition. Ton passé te rattrape. Il n'y a aucune définition de ce qui est chill ou pas chill. Donc, ça fait plus de 15 ans, je ne sais pas c'est quoi, mais où on dit, mettons, à chaque fois qu'on se parle, on va se dire, ça c'est chill, ça c'est pas chill, là j'ai fait du temps supplémentaire, ça c'est pas chill. Bon, là, quand je suis parti procurez-vous l'album de Jérôme 50, là, la hiérarchie, ou je sais pas trop quoi. Hein? Ah oui. Il y a hiérarchie. Ouais. Il y a une chanson là-dessus, ça va vous toucher les gars. Ah ben, savoir ça, cet album-là, c'est très chill, tu vois. Et voilà. Jérôme 50, bonjour. Alors, c'est un gag avec ça, mais qui est quand même une bonne question, je trouve, parce que c'est important dans la vie, même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on a une petite connaissance quand même. On veut être chill, on veut garder ça en nous. De façon sérieuse. Alors, pour toi, Benoît, quelles sont les qualités requises pour être considéré comme un cycliste chill? Ben, en partant, ne pas essayer de faire des contre-la-montre sur le petit train du Nord le dimanche. OK. Ça, c'est pas chill pour les autres. Chill. Ça, c'est pas chill du tout. Est-ce que c'est pas chill pour toi ou c'est par rapport aux autres? Non, par rapport aux autres. Mm-hmm. Puis après ça, ben, c'est pas chill pour moi non plus. Là. Ouais. Mais pour être un cycliste chill, il faut aimer faire du vélo, tourner les jambes, je pense que c'est juste ça. Prendre le temps. Est-ce que faire des ultra-distances à fond la caisse, c'est chill? Est-ce que ça peut l'être? Ça peut l'être, sûrement. Ouais. Tout est une question d'attitude. Comment on est à l'intérieur. Ouais. Si tu fais subir ça aux autres, c'est pas chill. Mais si tu le fais pour toi puis que tu t'éclates là-dedans, moi, c'est fantastique, c'est chill, mais c'est chill. Puis pour toi, tu personnellement... ben c'est ça. Si ton chandail est zippé trop haut, ça, c'est pas... Faut que tu sois chill, faut que tu le dézippes peut-être d'un bon 2 cm. Est-ce que de payer très cher pour avoir des vêtements café cycliste et autres, c'est chill? Là, on est dans le jugement, là, puis nous, ici, on ne juge pas. Hein, on n'est pas là pour juger les gens. Et pour toi, pour Benoît Simard, c'est quoi être un cycliste? Est-ce que tu es un cycliste chill? Ah ouais, moi, oui. Moi, je suis un cycliste chill. Parce que tu as souvent encore le couteau d'un dent? Non. Ah non, quand j'avais le couteau d'un dent, il était tranchant en tabarouette. Là, je me fais plus mal nulle part. Là. Est-ce que tu étais chill à ce moment-là? Oui, je pense que oui. Tu as toujours été chill, finalement. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas été aussi bon que j'aurais pu l'être. C'est pour ça que tu n'es pas allé aux Olympiques. C'est juste à cause de ça, c'est certain. Parce que tu étais trop chill. Oui, vraiment. Non, mais il faut être chill. Je pense que oui. Moi, si je comprends l'essence de votre pacte, les gars, là, non, il faut être chill. Il faut vraiment faire ça pour aimer ça. Moi, j'aime ça. Je l'ai tout le temps dit. Je fais du vélo avec ma mère. Je trouve ça fantastique. J'ai fait du vélo avec mes enfants. Ça, c'était plus tough un peu, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y en a tout le temps un qui chialait. Mais aujourd'hui, j'en fais avec eux et j'adore ça aussi, avec ma blonde, avec mes amis, même avec toi, Jonathan. Alors, je suis un cycliste. C'est vrai, tu t'adaptes beaucoup. Je pense que ça, c'est chill, d'être capable d'adapter ton coup de pédale aux personnes qui t'entourent. Tu n'es pas tout le temps avec premier rendu en haut ou bien de faire sentir que l'autre... De toute façon, je le sais que c'est moi. Mais si tu roules avec des gens qui sont plus vite que toi encore, comment tu gardes ton chill? Ben, c'est à eux autres de m'attendre. Moi, je garde mon chill. OK. Quand tu vois quelqu'un là, avec qui tu roules et qui est tout le temps en train de te lâcher, là, d'aller plus vite que toi, là, ben, roule à ta vitesse. Tu vas être chill. Puis lui, il n'aura pas le choix, s'il veut rouler avec toi, de revenir. Ouais. Pour moi, une question de chill, c'est de quand même prendre beaucoup de photos. J'aime bien ça, mais surtout peut-être pas tout le temps, là, mais particulièrement en voyage. De prendre le temps de s'arrêter. Puis prendre la photo permet de mieux apprécier, je crois, le Donc, Mathieu, il faut qu'il achète un appareil photo, c'est ça? Bien, je pense qu'il en prend, mais ça va être son propre chill. Donc, est-ce que notre conclusion, c'est que le chill était au cœur de nous le chill, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais ça se peut que quelqu'un qui est vraiment tendu soit chill dans sa tenditude. Ouais? Ouais. Mais je pense que tu as bien compris l'essence du chill, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse. Et voilà. Tout peut être chill ou non chill selon le point de vue. Alors, trouvez vous-même votre chill. Et voilà. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons, on sait, vos commentaires et vos questions. La preuve en est faite aujourd'hui. Oui, pour d'autres épisodes qui viendront. Ben, comment te joint-on? On peut me joindre au @EspressoSport. Et je suis disponible au @Jonathan B. Roy. Merci beaucoup pour votre écoute
Et à bientôt. À bientôt, les amis. Encyclique. Ah!